en direct de Jurançon, Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Étape numéro 8, mesdames, messieurs, de notre Sud Radio Midi. Aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir pour une émission tout à fait particulière depuis et en direct de Jurançon. On est en Béarn, ce terroir d'exception qui nous accueille sur notre route de l'été et l'actualité toujours au plus près de vous. 8e étape aujourd'hui donc, au cœur de ce vignoble dont on va beaucoup parler avec tous nos invités, mais pas que. On va évoquer évidemment l'avenir de cette filière à l'heure du coronavirus qui bouleverse évidemment tous nos modes de vie et de consommation. On parlera de vin bio, on parlera également de vignerons indépendants. On va essayer de penser comment ces vignes aujourd'hui s'adaptent aussi au réchauffement climatique, s'il y en a ici aujourd'hui. Il sera question de vin à consommer avec modération, voilà, c'est dit. Mais à Jurançon comme ailleurs sur Sud Radio, vous pouvez aussi prendre la parole. 0826 300 300, les réseaux sociaux également. Vous pouvez nous voir et voir le très beau domaine dans lequel on est installé aujourd'hui. Ces vignes qui sont juste derrière nous sur la chaîne YouTube de Sud Radio. C'est parti. Sud Radio Midi en direct de Jurançon dans le Béarn, c'est jusqu'à 13h. Sud Radio Midi, témoin d'actu. On va retrouver notre témoin d'actualité tout à l'heure dans Sud Radio Midi. C'est le Mathieu Escaut, qui est le directeur adjoint de l'action politique de l'UFC Que Choisir. On va parler avec lui, évidemment, du budget masque qui va s'imposer pour les Français. Mais déjà, on va surtout dire bonjour à nos invités aujourd'hui, ceux qui nous accueillent. C'est vous qui nous accueillez, Thomas, c'est ça? Bonjour Christine, bonjour Thomas à tous. Pisson, donc vous êtes le président de l'association des vignerons du Jurançon. Parlez-nous de Jurançon, de ce terroir. Alors Jurançon, ce terroir, comme on peut le voir derrière nous, c'est une AOC qui est nichée vraiment dans le Piémont pyrénéen, dans des coteaux vallonnés, à proximité de l'agglomération paloise. Ouais. Voilà, C'est un petit écrin, en fait, une petite oui, tout à fait, protégée. Ouais. On est vraiment dans un endroit où on a une climatologie particulière entre les Pyrénées, et le climat pyrénéen et le climat atlantique. Donc oui, c'est une petite niche avec des petites pépites viticoles. Comment on a eu l'idée de ce vin ici? Un peu d'histoire, rapidement. Alors ça fait très très longtemps que le Jurançon est implanté ici. On en parle déjà à l'époque d'Henri IV, puisqu'il avait été baptisé au Jurançon avec une gousse-taille. Il y a mieux, il y a pire. Il y a pire, en effet. Et, voilà, et puis historiquement, ça fait partie des premières appellations qui ont été nommées et sélectionnées. Donc l'appellation a 84 ans aujourd'hui, donc ça fait très longtemps qu'on en parle. Ouais, et c'est un vin qui est fait vraiment tout au bout de la France. C'est un des derniers vins finalement avant la frontière. C'est un des derniers, on va dire l'avant-dernier avant la frontière espagnole et avant l'Atlantique. Alors quelle est l'identité? Parce que je sais que chez les vignerons, il y a aussi on est tout le temps raccordé à un terroir, donc à une identité. C'est quoi? C'est cette identité béarnaise absolument et avant tout? Alors c'est l'identité béarnaise, mais aussi c'est au-delà du climat par rapport à la viticulture, c'est aussi des cépages autochtones. On est vraiment porté, nos vins sont portés par des cépages particuliers, les petits mansins et gros mansins que l'on retrouve dans le bassin sud-ouest issu ici du Béarn. Alors on va découvrir tout ça avec vous, Thomas, et tous nos invités qui sont viticulteurs, mais pas que. Mais le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est évidemment cette question du port du masque obligatoire depuis lundi dans tous les lieux publics clos. Alors Mathieu Escaut, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce midi. Vous êtes directeur adjoint de l'action politique à l'association UFC Que Choisir. Alors hier soir, Emmanuel Macron a précisé les contours de l'aide qui serait apportée aux Français les plus modestes pour cette question des masques. Alors désormais les masques sont obligatoires. On estime à quoi? 200 à 300 euros le budget moyen pour une famille de 4 personnes pour s'équiper en masque? Alors, ça dépend évidemment du nombre de personnes dans la famille, du nombre de sorties surtout qui sont réalisées. Mais c'est vrai que si on compte, 2 masques par personne en moyenne et par jour, sachant qu'il faut les porter 4 heures maximum, est une hypothèse assez réaliste, on en arrive effectivement assez vite à des budgets qui vont être de 150 à 200 euros en fonction du prix actuel des masques jetables dans le commerce. Il y a des économies possibles avec les masques réutilisables, les masques en tissu, mais en tout cas dès qu'on est sur les masques jetables, on est vite sur des budgets élevés et surtout on parle d'une période qui va se prolonger. Tout indique qu'on est dans une obligation de port du masque pour de longs mois et pas simplement pour quelques semaines où on pourrait se dire c'est un petit effort financier. Non, là ça va être quelque chose qui va durer dans le temps et d'après nous ça appelle nécessairement des aides spécifiques et un encadrement des prix qui soit plus
plus ambitieux qu'aujourd'hui. Quand vous dites plus ambitieux qu'aujourd'hui, ça voudrait dire quoi, par exemple? Puisque le masque jetable, par exemple, même si c'est pas très écolo, il est à moins d'un euro. Il a 95 centimes pièce. C'est le maximum que l'on puisse le vendre. Exactement. Il est à 95 centimes, qui est un prix qui avait été fixé, un plafond, au mois d'avril, au moment où il y avait une tension énorme sur l'approvisionnement en masques dans le monde entier et où les prix avaient explosé. Mais il faut voir qu'en France, il y a un an en arrière, vous trouviez facilement des masques pour le grand public, je ne parle pas des tarifs des professionnels de santé qui sont plus bas, à 25 ou 30 centimes. Donc avant la crise, on était à des prix qui étaient en réalité 3 fois inférieurs au plafond actuel. Donc nous demandons que le plafond soit progressivement abaissé, alors pas pour revenir à 25 ou 30 centimes, parce que évidemment que tout le monde veut des masques aujourd'hui, ça joue sur les prix, mais de l'ordre de 65 à 70 centimes sera déjà une bonne première étape. Le 95 centimes était justifié quand il a été fixé. Aujourd'hui, à notre sens, il ne l'est plus. Alors aujourd'hui, vous avez effectivement la volonté, en tous les cas, de demander à ce qu'on aille un peu plus loin. Mais est-ce que vous comprenez quand Emmanuel Macron dit l'État n'a pas vocation à payer des masques à tout le monde pendant toute la durée que va durer d'ailleurs cette crise? On peut comprendre que l'État ne peut pas, ne serait-ce que d'un point de vue pratique, approvisionner tout le monde en masques. Pour autant, c'est pour ça que nous on demande déjà effectivement une mesure qui concerne tout le monde, qui soit une baisse du plafond des prix. Et puis par ailleurs, il y a des actions spécifiques à faire vers les ménages modestes, plus larges que ce qui est prévu. Là, on parle d'1 million de personnes, des choses comme ça, c'est beaucoup trop faible. Il faut monter les bénéficiaires, par exemple, de ce qui était avant la CMU, ce qui maintenant a changé de nom, la CSS, donc les personnes qui ont une prise en charge de santé compte tenu de leurs ressources qui est améliorée. On a déjà 6 millions de personnes, donc c'est au moins ces personnes-là qui devront avoir accès à un masque gratuit. Et soyons clairs, l'enjeu il n'est pas que budgétaire, c'est évidemment un enjeu de pouvoir d'achat, mais c'est aussi un enjeu financier. Au-delà du financier, aussi un enjeu sanitaire, de santé, puisque les professionnels de santé, les médecins, les scientifiques nous disent qu'un masque porté trop longtemps perd de son efficacité. Au-delà de 4 heures, le masque n'est plus efficace parce qu'il est trop humide et du coup il ne filtre plus. Donc si vous avez des masques qui sont trop chers et des populations qui ne sont pas aidées, vous allez avoir des personnes qui, pas par choix, mais par contrainte, vont devoir réutiliser encore et encore les mêmes masques. Et donc en réalité... Et ça sera beaucoup moins, beaucoup moins protecteur. C'est la protection du pays qu'on affaiblit. Merci beaucoup Mathieu Escaut d'avoir été avec nous dans Sud Radio Midi. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint à l'action politique de l'association de consommateurs UFC Que Choisir et vous réagissiez donc à cette précision hier soir d'Emmanuel Macron sur l'aide apportée aux plus démunis pour les masques qui sont désormais obligatoires, on le sait, dans tous les lieux publics clos en France depuis lundi. Allez, on va continuer notre émission ici depuis Jurançon. On est en Béarn, on va parler vin, vignoble et vigneron. Alors avec modération et sans modération. Voilà, on a tout dit, mais surtout vous ne bougez pas, on est bien ensemble sur Sud Radio en direct de Jurançon. En direct de Jurançon, Sud Radio Midi, Christine Bouillou. Et comme tous les midis, on est très bien installés, on est très bien accueillis, on est à Jurançon, on est à l'ombre des arbres, parce qu'il fait déjà très chaud, hein. Rémi André le disait tout à l'heure dans la météo Sud Radio, il y a un bon 33 degrés attendu en Béarn, mais dans la vallée, hein, parce que là on commence à monter, on est sur les contreforts des Pyrénées, on attaque là. Oui exactement, oui, on est dans les zones vallonnées de coteaux et c'est idéal pour planter de la vigne et pour faire des vins d'exception et des jurançons d'exception. Donc. Ici il y a un microclimat évidemment, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors après, vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un microclimat océanique et continental. Il fait toujours beau. Pas tout à fait. En été, c'est bien. Au printemps, c'est quand même relativement humide. Alors, le vignoble de Jurançon a vécu comment, Thomas, cette période de coronavirus, ce confinement? Vous n'étiez pas confiné finalement? Les vignerons, en effet, n'étaient pas confinés puisque la vigne a continué. Ça devait être particulier comme ambiance dans les vignes, hein? Oui, tout à fait, puisque toutes les sollicitations ont été coupées, on n'a plus de clientèle, on était vraiment entre nous et nos vignes et les quelques salariés qui continuent à travailler avec la mise en place des mesures sanitaires, des gestes barrières. Donc ouais, ça a été assez particulier. Et c'est là où ça a posé problème, c'est en termes de commercialisation, puisque tous les restaurants étant fermés et les gens confinés, en effet, ça a été un peu compliqué de ce côté-là. Mais on a retrouvé quand même
de l'innovation chez les vignerons qui ont su s'adapter et mettre en place des choses. C'est-à-dire ? Alors, de manière individuelle, pendant le confinement, beaucoup de vignerons ont proposé des livraisons, ont mis en place des boutiques en ligne. Et après, la réponse s'est faite collectivement. C'est-à-dire que notre association, qui regroupe une soixantaine de vignerons, a mis en place sa boutique, est en train de mettre en place sa boutique en ligne, ouais. A mis en place un magasin éphémère à proximité de l'agglomération parloise sur Jurançon, voilà, pour se faire voir, pour se rapprocher des consommateurs. Et pour leur donner possibilité d'avoir accès plus facilement. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de cette, on va dire, de ce changement de mode de consommation, en tous les cas de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Oui, c'est un petit peu tôt parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une reprise, les gens recommencent à circuler, le marché reprend de manière encourageante. Donc ce qui est sûr, c'est que les 2 mois qui ont été perdus vont être perdus, mais il y a encore de gros points d'interrogation sur la suite, sur comment ça va se comporter. Donc c'est trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions. Alors on va continuer de parler de tout ça parce qu'ici on est au domaine Camin l'Arédia, et c'est Jean-Marc Grussot qui nous accompagne, qui nous accueille surtout. Merci Jean-Marc de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Voilà, parce que vous êtes là sur cette parcelle. Alors je sais pas si on le voit bien sur la vidéo sur Sud Radio et sur la chaîne YouTube, mais vos vignes sont on va dire installées en cirque. C'est tout à fait particulier aussi pour s'adapter au terrain. C'est un terrain que vous avez de père en fils. Oui, c'est un terrain dont j'ai hérité donc dans ma jeunesse, qui est issu d'une petite ferme autarcique là du début du XXe siècle, où il se faisait une polyculture avisée, très riche aussi, ouais. Puisqu'elle recouvrait de l'élevage, qu'elle recouvrait du fruitier, et puis évidemment elle recouvrait aussi ce petit bout de parcelle de vigne attaché justement à l'appellation Jurançon, que j'ai pu donc développer tout au cours de ma carrière. Alors maintenant, cette petite fermette est devenue un domaine viticole spécialisé dans la production des vins de Jurançon, bien sûr, en s'appuyant à la fois sur la charte de production du Jurançon, mais surtout sur les qualités intrinsèques de ce climat et de cette relation avec le cépage endémique originaire du Jurançon, fabriqué pour le Jurançon justement, que sont les petits Mansin, gros Mansin et toute une série de cépages accessoires aussi, quoi. Donc ça a permis toute cette relation, ce petit développement d'ancrer justement une génération dont je fais partie sur ces petites fermettes des coteaux du sud de Pau là, et du sud du Béarn, quoi. Convaincu par le vin bio, en tous les cas vous avez cette réflexion, cette démarche là. Pourquoi et comment on y parvient surtout? Pourquoi? Déjà pour continuer à faire mon métier. Fut un temps où j'avais la trentaine, je venais d'être papa et j'avais envie d'enlever de mon champ d'influence, je veux dire, tout ce qui pouvait gêner et sécuriser mon propre foyer. Donc j'ai arrêté de fumer. Et je le mets sur le même plan que le passage en bio à l'époque, parce que je voulais aussi évacuer toutes ces molécules suspicieuses au regard de la santé. Tout ça n'est qu'un tissu d'impression, je le dis. Mais les temps m'ont donné raison, bien sûr. Et puis je savais que derrière, on pouvait aussi aller élever le niveau des exigences, le niveau des ambitions de nos propres vins. La vigne en bio donne un petit peu moins de vin. Et il se trouve que la plante n'est plus gênée par des molécules qui rentrent dans sa physiologie et peut interférer. Et donc on peut se dire aussi qu'avec la promesse et la sincérité de ces pratiques-là, on peut se rapprocher de la promesse de la bouteille, quoi. Le lien au terroir, évidemment les bienfaits, les vertus liées à l'environnement, bien sûr, à la sécurité sanitaire de ceux qui travaillent dans la vigne, et puis de moindre mesure quand même, mais mesure de ce qu'ils consomment. Tout ce système de valeurs a fait que j'ai pu continuer avec beaucoup de résilience à faire mon métier, quoi. Alors c'est une volonté, vous dites, c'est pas un phénomène de mode aujourd'hui, mais vous devancez quand même vous avez devancé une certaine volonté du grand public. Ouais, sûrement à l'époque, ouais. Mais moi, enfin, mon discours est peut-être un petit peu radical, mais les temps me donneront raison. Je pense que la viticulture de qualité, la viticulture d'identité, surtout sur des domaines comme les nôtres à échelle humaine, quoi, en fait, ne pourra exister que par la concrétisation et l'assurance de cette promesse liée au terroir, et par là même
alors en dehors de la précision des pratiques, et on pourrait y revenir, mais la bio est un excellent outil de travail pour révéler cette promesse et pour consolider cette promesse-là. J'en suis convaincu. Les temps me donnent raison, les conversions s'enchaînent. Vous savez, les domaines les plus ancrés sur une viticulture conventionnelle poursuivent leur réflexion. Aujourd'hui, on assiste à toute une série de conversions qui me donnent chaud au cœur et qui surtout me donnent raison sur le moyen terme. Allez, on va continuer de parler de tout ça. On est en direct de Jurançon, dans votre domaine, Jean-Marc, ici, bien installé à l'ombre, parce que dehors il commence à faire très chaud si on est en plein soleil. On va marquer une courte pause, on va aller faire un tour du côté de Marseille. À Marseille, vous allez voir, des anciens salariés d'une chaîne de fast-food ont décidé de donner des cours à des jeunes des quartiers nord. Donc c'est ce qu'on appelle les vacances apprenantes. Donc on va en parler dans un instant avec Lionel Maillet, vous aussi auditeur de Sud Radio, et on revient tout de suite après la pause ici au domaine sur le vignoble de Jurançon. Tout de suite sur Sud Radio. Jurançon, mesdames, messieurs, vous prenez la carte de France, voyez la Pyrénées, c'est un petit coin du Béarn, magnifique. Après on va aller plus loin dans les jours qui arrivent. Là, demain notamment, on va s'engouffrer dans les vallées. On est au domaine Camin-Larédia, c'est ça? J'ai bien dit? Ouais, parce qu'il faut parler béarnais. Hier, j'ai parlé basque, j'ai parlé landais. Il y a tous les accents. Mais que c'est beau, ces accents. Surtout, ne changez rien, messieurs, mesdames, avec vos accents. On est au domaine de Jean-Marc Grussot qui nous accueille ici magnifiquement dans cette émission. Jean-Marc, on va aller du côté de Marseille. Parce qu'il y a aussi des actions qui sont menées et on va en parler tout de suite avec Lionel Maillet. Bonjour, Lionel. Vous parlez marseillais, Christine, ouais? Oh, peu cher, oui, je parle marseillais et j'aimerais parler marseillais. Je craigne des gags. C'est ça. Bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour. Alors ces accents marseillais et de France d'ailleurs, il y a très belle page, il y a très beau sujet d'ailleurs à lire ce matin dans les colonnes de Sud-Ouest. Je fais une petite aparté comme ça sur ces histoires d'accents, c'est assez instructif. Lionel, belle histoire, belle initiative. Lionel, en tous les cas, le chef de l'État avait dit qu'il voulait des vacances apprenantes pour les enfants qui étaient privés d'école depuis le mois de mars. Il y a une belle initiative dans les quartiers nord de Marseille. Racontez-nous. Ouais, Christine, un McDo transformé en salle de classe, c'est pas banal et effectivement ça se passe dans les quartiers nord de Marseille. Alors pour bien comprendre, ce McDonald's de Saint-Barthélemy dans le 14e arrondissement, il a définitivement fermé ses portes en décembre dernier et depuis c'est devenu un site à vocation sociale. C'est en tout cas ce que veulent les anciens salariés qui occupent les lieux et qui organisent tout un tas d'initiatives. Ils font ça avec une cinquantaine d'associations. Alors par exemple, on y distribue des paniers repas pour les familles les plus démunies. Depuis le début de la semaine, on y organise aussi des activités sportives pour les enfants, les emmenant faire du kayak ou du paddle. Et bientôt, donc, ça sera du rattrapage scolaire. 250 jeunes qui seront accueillis tous les jours ici et sur une dizaine d'autres sites dans Marseille, surtout des collégiens et des lycéens pour les remettre à niveau car le confinement a fait des ravages, beaucoup de décrocheurs, 60% de décrocheurs dans les quartiers nord nous dit-on. Alors les cours seront donnés par une quarantaine de profs qui se sont portés volontaires, il y en avait même trop. Le rectorat a donné son feu vert. En fait il ne manque plus que l'autorisation de l'ARS, l'agence régionale de santé qui dit voilà, une fois que le Covid sera un petit peu passé parce que c'est vrai qu'il y a des frémissements en ce moment en pagaille du côté de Marseille, on pourra mettre tous ces élèves dans des salles de classe entre guillemets pour les faire rattraper tout ça. Oui, c'est même étonnant qu'il faille attendre encore une autorisation pour ce genre d'initiative, mais il y a effectivement la contrainte sanitaire. Étonnant aussi que ça vienne en fait des jeunes eux-mêmes, des quartiers finalement, d'organiser tout ça. Parce que le constat, encore une fois, il est terrible et ce sont les associations qui font remonter tout ça. Une cinquantaine d'associations sont derrière tout ça. Ce sont des associations de quartier, des petites associations qui disent voilà, là dans tel bâtiment, il y a des jeunes qui n'ont pas repris l'école après le confinement. Beaucoup de problèmes aussi de connexion parce que les parents n'ont pas forcément internet ou de très mauvaises connexions pour suivre les cours à la maison. Donc on a identifié ces jeunes et on leur a dit venez, voilà, on va faire en même temps des activités sportives et en même temps de la remise à niveau parce que sinon à la rentrée ça va être une catastrophe. Merci Lionel Maillet d'avoir évoqué cette effectivement initiative menée dans les quartiers nord de Marseille. Lionel, on vous retrouve tout à l'heure dans l'émission Les Vraies Voix avec Philippe Rossi. Lionel Maillet depuis Marseille pour Sud Radio. Il y a aussi vous, auditeurs, au 0800 26 300 300. Et là, on va retrouver Martin, je crois, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Martin. Bonjour. Ça va bien?
Ça va, merci. Et vous? Oui, bah nous, je ne sais pas si vous le savez, mais on est à l'air libre, dans le domaine de... On est ici à Jurançon, donc tout va bien, Martin. Vous êtes un ancien chauffeur poids lourd, hein, je lis ma fiche, et vous vouliez parler de ce non-respect. Alors ça fait un peu écho avec ce qu'on entend avec tous ces accidents en ce moment sur la route, et notamment celui sur la 7, même si encore une enquête est ouverte. Vous parlez des camions qui ne veulent pas respecter les limitations, c'est-à-dire... Oui, l'autre jour à votre antenne, un chauffeur poids lourd aussi disait que bon, il observait la même chose que je vais vous dire, c'est-à-dire donc le non-respect des règles. Mais c'est vrai que de mon expérience, j'ai été une bonne dizaine d'années chauffeur poids lourd. Quand même, les entreprises françaises, enfin moi j'ai été souvent intérimaire, donc j'ai fait, je sais pas, mais peut-être 40 ou 50 entreprises. On ne m'a jamais demandé de ne pas respecter le code de la route, et tous les camions que j'ai eu entre les mains étaient bridés à 90 km/h ou à 80 même pour les matières dangereuses, mais sur les routes, donc bon, je pense que les entreprises françaises quand même respectent pas mal la législation, mais sur la route on constate beaucoup de non-respect, donc je pense que c'est beaucoup des entreprises étrangères quoi, hein, qui ne respectent pas le code de la route. Et surtout sur la vitesse, quoi. Sur la vitesse, c'est très frappant. C'est très frappant, quoi. Hein. Voilà. C'est effectivement quelque chose de 12 tonnes qui doit freiner. Ça prend un peu de temps, hein, j'imagine. Vous pouvez nous le confirmer, Martin, vous en tant qu'ancien chauffeur. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Et les camions de plus de 12 tonnes sont limités à 60 km/h, je crois, sur les routes qui ne sont pas prioritaires. Bon, et on les voit régulièrement à 90, quoi. Merci Martin d'avoir réagi et d'avoir donné votre sentiment sur l'antenne de Sud Radio. Vous connaissez le Jurançon? Vous êtes déjà passé par là avec votre camion? Pas du tout, parce que j'étais tout le temps en régional. Ça m'est arrivé en national, mais non, je ne connais pas trop le coin. Alors, vous allez continuer de découvrir le Jurançon avec nos invités. Merci Martin et à très bientôt au 0826 300 300. Ce Sud Radio Midi qui s'est installé ici à Jurançon. On va continuer, on va parler fromage dans un instant. On va parler de ce qui se fait aussi en matière de spectacle, d'activités dans le coin. Si jamais vous faites un détour, on a entendu dans les infos Sud Radio, 86% des Français restent en France. Pour cet été, c'est l'occasion ou jamais de se montrer sous son meilleur jour, non? Vous trouvez pas, Jean-Marc? Oui, complètement. C'est des découvertes comme des petits bouts de Berne comme le nôtre sont complètement faits pour cette tendance imposée par les circonstances. Mais et nous serons très très heureux d'accueillir avec tout ce qui sera dit tout à l'heure sur notre territoire, bien sûr. Et alors, il y a une opération qui est menée par les vignerons et les viticulteurs. C'est le pique-nique des vignerons indépendants et c'est ce week-end. Pascal Labasse, merci d'être avec nous ici à Jurançon. Pascal, alors c'est ce week-end les vignerons indépendants. Rappelez ce que c'est les vignerons indépendants exactement par rapport à un non-indépendant finalement. Alors, bonjour à Christine, bonjour aux auditeurs. Alors les vignerons indépendants, c'est quoi? Ce sont des gens, ce sont des artisans de la vigne qui font à la fois la vigne, le vin et la commercialisation. Ils font tout. Ils font tout. Voilà, ça représente à peu près 30 000 vignerons, à peu près 50% du volume qui se fait en France, et je dirais même 80% de la notoriété des vins qui se font en France. Oui, donc c'est véritablement un poids lourd de l'économie française aujourd'hui. Tout à fait, c'est un poids lourd, c'est une corporation qui génère beaucoup d'activités, beaucoup d'images de marque pour notre pays, pour notre région, pour notre département. Et nous sommes là pour organiser, pour mettre en relation les vignerons et notre clientèle, quoi. Alors, d'où l'idée du pique-nique national, quoi. Alors le pique-nique national, c'est on vient et on pique-nique, hein. C'est aussi simple que ça. C'est tout à fait ça. Ça a été initié il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années par les vignerons indépendants d'Alsace. L'idée étant très bonne, ça a été repris au niveau national. Et donc au niveau départemental, je m'occupe cette année avec mes collègues pour essayer de développer ce pique-nique effectivement au niveau de nos appellations, de nos 3 appellations départementales, à savoir l'Iroléguy, le Madiran et le Jurançon. Ouais.
Alors on débute, c'est la 2e année, nous étions 2 l'année dernière, nous sommes 8 cette année. Et vous allez voir que dans 2 ans, vous serez... Et dans 2 ans, on sera 50. C'est ça. Qu'est-ce que ça change quand on propose ça? Vous étiez 2 l'an dernier. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? Et du coup, le fait de multiplier quasiment par 4 des vignerons cette année? Déjà, cette année particulière, les gens sont extrêmement demandeurs d'animation sur nos vignobles. En plus, en été, il va faire beau. Donc, on va les recevoir dans de très bonnes conditions. Bien sûr, des conditions un peu particulières, mais les gens sont demandeurs. Ils vont venir avec leur pique-nique, bien sûr. Nous, on sera là pour leur montrer, leur parler de notre métier, de l'avenir de notre métier, etc. Ça va être un grand moment de convivialité. Ça vous a manqué, ça, tous, pendant ces périodes de confinement, ce rapport, finalement, à votre clientèle? Oui. Cet échange à l'autre, parce qu'il y a beaucoup de foires à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. Donc, Tout à fait. Moi, déjà, à titre personnel, je fais énormément de salons, de vignerons. Cette année, ça a été annulé. Et le contact avec notre clientèle, c'est la base de notre métier. Enfin, je veux dire, nous on fait du vin, bien sûr, par amour de notre métier, de notre terroir, mais aussi pour rencontrer des gens. Sinon, on ne ferait pas ce métier-là. Ben oui. C'est la base. Avoir des clients en face de nous qui apprécient nos vins, notre métier, c'est valorisant pour tout le monde. Alors, avec vous deux, je voulais poser une question. Il y a eu des réponses économiques à la filière viticole et vinicole en France, des réponses concrètes. Elles sont suffisantes aujourd'hui, vous pensez, les uns et les autres, ou c'est encore trop tôt pour évaluer l'ampleur des difficultés à venir? Je suis incapable de répondre à cette question parce que ces mesures n'étaient pas destinées à des échelles comme les nôtres, en fait. D'accord. Les échelles comme les nôtres, ce sont des domaines qui produisent de 10 000 à 50 000, 60 000 bouteilles, avec beaucoup d'identité, sur des marchés spécialisés de restauration qui demandent de la prescription, alors que ce soit les salons, comme vient de l'expliquer Pascal, que ce soit la prescription du sommelier, donc marché fermé pendant 2 mois, que ce soit le petit export aussi, à destination de jolies tables, oui, et puis ainsi de suite. On ne sait pas comment la restauration se remet aussi sur pied. On a vu passer ces mesures qui concernent une autre viticulture que la nôtre, totalement différente. La nôtre concernait plutôt le soutien à l'artisanat et à l'économie. Et il se trouve que l'architecture de ces mesures n'était pas non plus adaptée à nos domaines. Ce qui fait que finalement, la gestion de trésorerie, puisqu'il s'agit bien de ça, quand le marché disparaît pendant 2 mois et que le chiffre d'affaires disparaît pendant 2 mois, on le retrouve petit à petit maintenant, on en mal an, puisque nos congénères n'ont pas oublié de se faire plaisir quand même avec nos vins. Ça se résume à une grosse gestion de trésorerie. Alors il y a le système d'emprunt là qui est d'une béquille honorable, on va dire, mais ça va pas plus loin. Ça fera plutôt appel à notre imagination en termes de gestion et puis d'optimisation de nos propres ressources, que de vraiment compter sur l'État, malheureusement. C'est typiquement béarnais, ça, de compter sur lui-même. Oui, mais de toute façon, effectivement, on a passé 2 mois difficiles, mais j'espère que si les gens sont sérieux dans notre pays, l'économie devrait se remettre assez rapidement de ce problème-là. Et en attendant le retour aussi de la clientèle étrangère qui est primordial aussi, tout ce qu'on peut dire et entendre aujourd'hui, c'est important. Merci beaucoup Pascal Labatte. Donc on rappelle, c'est ce week-end, le pique-nique des vignerons indépendants. Il y a un site unique en fonction de là où vous êtes. Vous allez chez les vignerons, vous allez chez les exploitations, vous amenez le saucisson, le pain, le fromage et ils s'occupent du reste, visiblement. C'est ça. Même pour ceux qui ne sont pas inscrits, de la bonne humeur. Tout ça avec modération. Allez, on continue ici à Jurançon, on va vous parler spectacle, on va parler fromage, tiens, ça va toujours avec le vin, c'est avec modération, je suis obligé de le dire, pardonnez-moi, mais c'est une obligation. On va parler aussi activité dans la région avec nos invités jusqu'à 13h, ne bougez pas, tout de suite. Jurançon, Sud Radio Midi, Christine Bouillou. Qu'est-ce qu'on est bien installé ici à Jurançon. On est au domaine Camin-l'Hérédia. Je finis par bien le dire, puisque c'est Jean-Marc Grussot qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission sur Sud Radio jusqu'à 13h. On vous fait découvrir et on parle aussi de cette France qui aujourd'hui réapprend à vivre avec une drôle de sensation quand même tout au long de ce périple qui nous a emmenés 2 fois à la Grande Motte, Argelès, Andaille. Hier on est dans les Landes, aujourd'hui on est ici à Jurançon avant de continuer du côté des
des Pyrénées. Alors on va parler aussi de ce que l'on peut faire pendant toutes ces vacances, tout cet été. On est avec Hélène Laporte-Laborde. Bonjour, vous êtes gérante de Tendance Sud. Vous organisez des séjours, c'est ça? Oui, on est une agence de réceptive dans le Jurançon. Ouais. Et notre produit phare, c'est Soupçon en Jurançon, évidemment. Soupçon. Pourquoi? Oui, parce que c'est une découverte un petit peu originale du vignoble à travers un grand escape game ou Cluedo. Voilà. Il faut trouver qui a tué, qui a volé ou qui a été enlevé. Et alors? Voilà. Et nos touristes s'y plaisent à rechercher. Bon, l'âme du produit, comme je le dis, je le redis, c'est quand même les vignerons, parce qu'ils sont accueillis chez eux. Et à chaque fois, c'est une aventure, une histoire, et ils ne s'en lassent pas. Voilà. Est-ce que là, on est le 22 juillet, est-ce que les gens sont en vacances? On disait dans les infos, pratiquement 8 Français sur 10 vont rester en France cet été. Tout le monde n'est pas encore parti en vacances, mais est-ce qu'il y a un frémissement? Oui, tout à fait. Alors là, depuis quelques jours, on a beaucoup de demandes, de nouvelles demandes aussi. Ça se fait par d'autres biais. Et c'est assez intéressant et ça redémarre. Ça commence à bien redémarrer. Pour le groupe, non, mais pour le particulier, oui. Alors, est-ce que les gens que vous croisez aujourd'hui, vous sentez qu'il y a eu un effet coronavirus? J'aime pas dire ça, mais les gens ont envie d'autre chose cet été, de choses différentes que d'habitude? Alors, ils ont envie de rencontres. Je pense que pour Soupçon, ce qui leur plaît, c'est de rencontrer les vignerons, de pouvoir discuter, pas de rencontres. Ça, on le ressent énormément. Ils ont envie de partager et puis d'écouter. Ils ont envie de ça. On sent que vraiment, ce confinement les tourne maintenant vers des rencontres, vers des visites. Voilà, ils ont envie de partager. Ils ont envie de partager. C'est pas vous qu'Anne Sobader, vous n'allez pas me dire le contraire, cette envie de partage. Avec vous êtes responsable de l'animation de la commanderie. Vous proposez des spectacles. Tout à fait. En fait, on met en valeur ce beau bâtiment qui est un ancien hôpital du XIIe siècle, qui était aussi un lieu où on se retrouvait, puisque le soir, sur le chemin, quand on cheminait vers l'Espagne, c'était un endroit où on pouvait se retrouver des plus pauvres, des miséreux, jusqu'aux plus riches qui voyageaient sur ce chemin. Donc on a essayé de retrouver cette ambiance-là, soit un lieu où on a plaisir à se retrouver, un lieu aussi où on a plaisir à passer du bon temps, à faire des choses qui nous font du bien. Donc c'est aussi des spectacles, c'est aussi des visites théâtralisées un peu décalées, c'est présenter l'histoire d'une autre manière aussi. Vous avez dû tout repenser par rapport aux contraintes sanitaires? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut rentrer dans le protocole des spectacles, effectivement, imposer le masque quand on se est en déplacement. Par contre, quand on est assis, on peut l'enlever. Enfin voilà, mais il a fallu. On propose aussi à l'intérieur de ce bâtiment un parcours sonore et lumineux où on peut découvrir l'histoire d'une manière ludique, poétique. Où il y a d'ailleurs une parenthèse qui est donnée aux vignerons dans ce parcours. Et voilà, donc il a fallu effectivement penser le nombre de personnes, quand les faire partir, mettre un masque, pas un masque, un gant, pas un gant, etc. Voilà. Mais ça se fait, les gens viennent et voilà. Vous étiez les derniers à redémarrer les spectacles, tout ce qui est la partie spectacle vivant. La première fois que vous avez, on va dire, remis votre costume de scène, en tous les cas votre habit de travail finalement, votre bleu de travail, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, vous êtes avec votre compagnon? Ouais. Ça fait du bien. Comme nous tous. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien déjà de partager, parce que moi, je suis aussi musicienne, donc ça fait déjà du bien de jouer avec d'autres, de partager quelque chose ensemble, une vibration, de pouvoir être touché, sans se toucher physiquement, mais de pouvoir se toucher comme ça. Et ça fait du bien de retrouver aussi le public et de se dire que dans cette période, on peut amener les personnes ailleurs, les évader et penser à autre chose. Voilà. Et c'est très agréable d'entendre les rires, de voir du soleil dans les yeux, l'envie ensuite de partager, de parler ensemble, ça fait vraiment du bien. Même sensation, Hélène Porte-Laborde, quand vous avez repris finalement le chemin, parce que cette question du tourisme est pendant longtemps restée en suspens. Va-t-on pouvoir avoir une saison à peu près normale quand vous êtes reparti avec vos projets, vos groupes, en tous les cas avec vos touristes? C'est pareil, c'est la même chose, on se dit c'est le renouveau, il faut qu'on aille de l'avant. Voilà, c'est le renouveau, une remise en question, une remise vraiment on a remis en route tous les produits différemment.
Après, bon, on n'est pas encore... En vitesse de croisière. Voilà. On est en vitesse de croisière. Hein. Je pense à tous mes collègues qui sont quand même pas encore au top. Mais bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance quand même ici dans le vignoble parce que le Béarn a été très attractif finalement pour tous ces touristes et qu'on a quand même du monde et qu'on peut proposer des produits en nature. Et ça, c'est important. Ça sécurise aussi. Oui. C'est vrai qu'ici, le vignoble est au pied de plusieurs vallées et c'est vrai que c'est quand même l'idéal et ça sécurise. Ouais. On disait avant de démarrer cette émission en antenne, c'est un drôle d'été. Vous trouvez pas? Oui, c'est un drôle d'ambiance. Oui, mais rafraîchissante aussi. Il y a des moments un peu particuliers, mais drôle d'été. Ça pousse à l'imagination, en tout cas, à se réinventer et être très réactif aussi parce que c'est un drôle d'été, mais chaque semaine ne ressemble pas à la semaine précédente et va pas ressembler à la suivante. Donc il faut savoir s'adapter. Ouais. Il faut être sérieux quand même. Rappelons-le, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Alors, on le disait aussi, c'est peut-être l'été de la montagne cette année, plus que jamais. Alors, on va nettoyer le micro parce qu'on fait les choses sérieusement sur Sud Radio et on parlait justement d'envie, d'authenticité. On va échanger les places parce que je voudrais vraiment qu'on fasse connaissance et qu'on entende Joseph Parois qui est venu nous voir ici à Jurançon. Alors Joseph, vous êtes pas très loin, mais il a fallu quand même que vous descendiez jusqu'à nous. Vous êtes producteur, éleveur de fromage, de ce magnifique fromage. Bon voilà, c'est un goût si particulier. On sent vraiment toute l'âme des montagnes des Pyrénées, de ces vallées basques, de ces vallées béarnaises, pardon. Tout à fait, oui. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parce que effectivement, avec les producteurs de Jurançon. Alors on va monter un peu le micro. Pardon, je parle peut-être pas assez fort. Ça y est, voilà. Voilà. Je crois qu'on a des liens de proximité très très forts, que ce soit au niveau de la recherche effectivement de l'excellence et des saveurs, et aussi de l'histoire et du maintien d'un territoire vivant. Et ensuite les montagnes, voilà, ici elles dentellent l'horizon et on est à côté. Et on est à côté, voilà. Oui. Et les montagnes ici apparaissent loin, mais elles sont bien vivantes. Parce qu'il y a des bergers dedans. Voilà, elles sont vivantes, elles sont rythmées par les saisons. Ce fromage d'Osso Errati, c'est une AOC, une des plus vieilles AOC d'ailleurs de fromage en France. Mais aujourd'hui, vos bêtes sont en estive, là actuellement? Alors moi, voilà, aujourd'hui, je suis plus. J'ai transmis pas mon exploitation parce que je n'exploite pas ma ferme, j'exploite pas mes bêtes non plus, je vis avec. Et j'ai transmis ma ferme et mon troupeau à une jeune bergère, voilà, qui aujourd'hui est en montagne, qui fabrique du fromage. Et moi, comme voilà, le vent de la montagne continue à animer mes rêves, je continue à porter la parole des bergers. Ici et ailleurs, et je suis très heureux d'être ici. Et voilà. Et en fait, on a monté une association d'éleveurs transhumants. Et là, on a mis en place des journées de cabanes ouvertes. Et il y a une dizaine de producteurs d'Aspes, d'Osso, de Barétous, de bergers qui proposent qui propose aux gens d'aller dans la rencontre de leur vie montagne là-haut et de la découverte de leurs produits. Ouais. Joseph, vous insistez depuis que vous êtes là, on en parle de cette présence de l'homme dans les montagnes avec ces animaux, cette montagne qui est vivante, parce que vous craignez qu'il y ait une espèce d'image comme quoi ce soit un grand parc naturel sans âme qui vive, en tous les cas sans âme qui vive à l'année. Oui, bien sûr. Je pense que de toute façon, notre place et notre légitimité en montagne, elle est toujours à défendre. Et la meilleure façon de la défendre, c'est effectivement au niveau en se battant, en faisant découvrir la qualité de nos produits. Voilà. Notre fromage d'estive en particulier, il raconte toute la montagne, quoi. Il raconte voilà, les différentes saveurs des plantes, des pelouses de montagne. Il raconte le temps qu'il fait. Il raconte le climat de la montagne. Et puis surtout la passion des gens qui fabriquent ce fromage, qui élèvent les brebis et qui tous
tous les ans font transhumer leurs bêtes dans la montagne. Voilà, c'est les paroles de Joseph Parois, ce fromage d'Osso Irati qu'on va déguster aussi grâce à vous et qu'on continue à déguster. Alors vraiment, merci beaucoup d'être venu jusqu'à Jurançon pour nous parler de cette belle appellation. Vraiment, merci Joseph. Parce que vous avez vu le silence quand vous parlez. Merci à vous. Pas besoin de crier. Tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, on a des liens de proximité très forts avec le Jurançon, et puis que les saveurs du Jurançon et du fromage de brebis se mélangent vraiment et magnifient les deux produits vraiment très bien. Alors ça s'appelle un accord vin fromage, ne manquez pas ça surtout. Ouais, donc ce vin du Jurançon c'est une belle harmonie. et ce fromage d'Osso Irati. Merci Joseph, merci à toutes, merci à tous d'être venus pour cette émission ici à Jurançon. Vraiment, venez découvrir ce coin du Béarn, absolument, c'est indispensable. Vous sortez de l'autoroute, sortez des autoroutes, prenez les petites routes et allez voir toutes ces personnes, en tous les cas tous ces acteurs du territoire. C'est vraiment à chaque fois de magnifiques rencontres. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à Lisa, merci à Dilara qui m'ont aidé à la préparer, à Manon également qui était là en coulisses pour préparer tout ça ici à Jurançon, et à Maxime qui est à la réalisation. Demain, on vous donne rendez-vous dans les sommets. On sera à 2800 mètres d'altitude si tout va bien. On sera au sommet du pic du Midi et on aura beaucoup de choses à vous raconter. C'est un peu d'histoire aussi de la radio. Sud Radio a une histoire avec le pic du Midi. On vous racontera ça demain. Allez, très belle journée, très bon appétit. Dans un instant, juste après l'info, vous avez rendez-vous avec Jacques Pessis. À demain.